Bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, ici Ghislain Plourde. On a 3 sujets dans notre édition de cette semaine à vous présenter. D'abord, la conseillère Claire Charbonneau va questionner la mairesse sur sa décision de hausser le salaire des membres de son cabinet. En contrepartie, vous aurez aussi la réponse de la première magistrate. Puis, les citoyens Sylvain Massé et Samuel Corriveau viendront dénoncer le saccage fait dans les derniers jours dans un boisé secteur Saint-Luc, à l'intersection Claire et Jean Talon. Puis, en toute fin d'émission, 2 entrepreneurs en couvre-plancher et décoration qui souhaitent déménager dans un immeuble du boulevard Saint-Luc aimeraient bien pouvoir conserver les droits acquis en matière d'usage du commerce d'armoires de cuisine qu'ils rachètent. Place donc à ces faits saillants de la séance régulière de décembre. Dès le début du comité des finances que je préside avec le support de mes collègues indépendants, on a clairement indiqué nos couleurs à l'administration. Pas de nouvelles embauches, sauf quelques exceptions, soit pour le transfert de connaissances à la suite de départ à la retraite, ou encore l'ajout de ressources pour aller chercher des subventions supplémentaires. On voit le résultat. Le coût de la masse salariale a baissé de 1 %. C'est bien, mais on peut faire mieux, comme Mme Dufresne a dit. Mais il y a encore du chemin à faire. Alors que nous avons tous fait des efforts pour minimiser l'augmentation des taxes, parce que j'ai vraiment travaillé fort avec M. Dubois. Je pense que j'étais peut-être fatigante, mais je pense qu'on a eu un bon résultat malgré tout. J'ai un certain malaise quand je vois que Mme la mairesse a profité de ses pouvoirs au comité exécutif pour augmenter le salaire des employés de son cabinet de l'ordre de 4 %. Et le tout rétroactif depuis le mois de mai. Ça s'est fait au mois d'octobre. Le prétexte utilisé, changer leur titre et leur rôle sur papier. Pourquoi j'ai un agacement? Parce qu'au début du mandat, il y avait 3 employés au cabinet de la mairesse pour le bénéfice de 13 élus. Depuis juin dernier, à la suite d'une directive de Mme la mairesse, son cabinet sert uniquement les élus de son équipe politique, dont 3 employés pour 4 élus. De plus, mon agacement prend de l'ampleur quand je vois que la mairesse autorise à ses employés à charger du petit kilométrage pour leur déplacement à l'intérieur de la ville. OK, c'est peut-être autorisé, mais ça me donne un malaise quand même. Est-ce qu'il s'agit des gros montants? Non. Mais sur le principe, ça me dérange. Voici quelques exemples. Un employé fait un aller-retour entre l'hôtel de ville et l'aéroport durant le festival. On charge 5 km, soit 3,10 $. Un employé fait un aller-retour entre l'hôtel de ville et le campus du Fort Saint-Jean, qui est le collège militaire. Pour un dîner de la Chambre de commerce, on charge 2,1 km, soit 1,30 $. C'est des petits exemples, c'est des petits montants, mais je pense que dans un budget qu'on cherche des sous, on pourra avoir une retenue. Cela n'a pas sa place. Bref, dans les années à venir... S'il vous plaît. Dans les années à venir, il sera primordial que le maire ou la mairesse de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu exerce un meilleur leadership en termes de finances municipales. Les taxes ne pourront pas toujours augmenter plus vite que l'inflation. Un autre petit point, Madame la mairesse, quand vous nous avez demandé d'embaucher un stagiaire cet été, pour l'été, il y avait déjà quand même 3 employés au cabinet. Avec un salaire, on a refusé d'avoir un stagiaire avec un salaire et autres considérations aussi. Mais quand on regarde les dépenses du cabinet du maire, là, vous avez payé le millage du voyagement du stagiaire de chez lui à l'hôtel de ville, certains repas et ses frais de scolarité à l'université. C'est quand même une forme de rémunération qui avait été refusée par le conseil. Pourquoi on a dépensé cette somme-là? On n'est pas obligé de dépenser le budget du cabinet du maire au complet. Fait que moi, j'ai vraiment un malaise pour ce genre de dépenses. Bon, alors, étant donné que j'ai été interpellée sur le cabinet de la mairie, je vais en parler. Je m'excuse, c'était pas tout à fait ça qui était dans mon planning, là. Alors, bon, voilà, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Par exemple, le kilométrage qui est chargé. Étant donné que vous êtes vraiment très bonne pour faire de la recherche sur les employés du cabinet de la mairie, le fait, justement, de charger
les frais de déplacement. Ça indique aussi qu'est-ce que le personnel de la mairie fait pour la mairie. Ça indique ça. Puis moi, ça, je pense que c'était quand même, dans le contexte actuel, c'était judicieux. Maintenant, augmentation de salaire. C'est pas nécessairement, c'est pas tout à, c'est sûr que c'est ça la finalité, mais on a procédé à un changement de titre. Quand on a engagé le personnel du cabinet, c'était en début, quand on a été autorisé à avoir un cabinet. Évidemment, mon intention, étant donné que c'était le premier cabinet qu'il y avait à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était de partir ça d'une bonne manière. D'ailleurs, j'étais bien intentionnée parce que selon la loi, le cabinet de la mairie, c'est le cabinet du maire ou de la mairesse. Puis bien intentionnée, étant donné qu'on était une équipe à ce moment-là, bien moi, j'avais demandé au personnel du cabinet de la mairie de travailler pour tout le monde de mon équipe. Puis tellement que c'est des gens de mon équipe qui ont participé au comité de sélection pour l'adjointe administrative, pour le chef de cabinet et pour le responsable des communications. L'avenir en a tourné autrement. Ce qu'on a fait récemment, puis ça, c'est rapport à l'augmentation de salaire, c'est un changement de titre pour refléter la nouvelle réalité des tâches effectuées par les membres du cabinet. Quand on a composé le cabinet, je ne savais pas, moi, quel serait le rôle des uns et des autres. Puis ce que je voulais vous dire, c'est qu'en ce moment, il y a à peu près la moitié du budget annuel qui peut être qui est alloué au cabinet, qui est utilisé. Alors, on ne se dépêche pas de dépenser l'argent du cabinet. J'aurais bien des choses à vous dire là-dessus, en respect de l'article 114.4 de la loi sur les cités et villes. Le maire de toute municipalité de 100 000 habitants ou plus peut nommer un directeur de son cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de ce cabinet. Puis cette année, la loi 57 a parlé, les municipalités qui ont de plus de 50 000 habitants peuvent maintenant avoir un cabinet, puis c'est les mêmes règles. Alors ça, c'est une chose. Le cabinet, excusez-moi, je suis quand même contente que vous me donniez l'occasion d'en parler parce que je pense qu'à cet effet-là, j'ai absolument rien à me reprocher. Puis le prochain mandat, le prochain maire ou la prochaine mairesse pourra agir exactement à sa manière avec ça, mais en tout respect de la loi. Puis ça, je peux vous assurer que j'ai respecté la loi vraiment de A à Z. Bon, moi, je vous ai parlé qu'au début, j'avais même intégré les membres de l'équipe dans le choix des membres du cabinet. Alors, bon, puis je vais vous répéter, je vais vous redire qu'est-ce que le cabinet fait en règle générale. Assurer la communication entre moi, l'administration, le public, les médias et même les bureaux de ministres, parce qu'on a les coordonnées des attachés politiques, alors on est en lien avec ces gens-là. Accompagner et soutenir le maire ou la mairesse suppléante lorsqu'il me remplace. Je pense, Madame Charbonneau, vous en avez bénéficié. Je ne pense pas que le cabinet ait été chiche avec vous durant que vous étiez mairesse suppléante. D'ailleurs, vous l'êtes encore. La coordination des projets, veiller entre autres à ce qu'ils progressent et respectent les échéanciers. Ils sont la courroie de transmission avec les différents paliers gouvernementaux. Le maintien de mon agenda pour pouvoir me représenter dans diverses rencontres, parce que souvent, je ne peux pas me dédoubler. Puis j'ajouterais que la préfecture de la MRC du Haut-Richelieu n'a pas nécessairement doublé mon travail, mais a vraiment accentué mon travail. Alors, par chance que j'ai un cabinet aussi. Puis, écoutez, j'en dirai pas plus, mais je pourrais même donner une entrevue à qui voudra à ce sujet-là. Il n'y a aucun problème. Cette première intervention-là découle d'une situation urgente d'hier et aujourd'hui. Une situation pour coupe d'arbres sur un terrain derrière des propriétés sur la rue Claire.
près de Jean Talon et de l'ancien centre Saint-Georges. Ça vous dit quelque chose, ça, le centre Saint-Georges? Il est détruit, mais... C'est important de l'apporter rapidement car la situation nécessite des actions rapides et aussi clairement une réflexion de votre part. Un citoyen vigilant, Cédric Campbell, en passant, il m'a permis de mettre son nom et d'intervenir pour lui, a fait en sorte de stopper le travail de saccage. Il a demandé une intervention d'un inspecteur de la ville. Suite à la visite de l'inspecteur, nous comprenons qu'il s'agissait de travaux illégaux ou inappropriés, je ne sais pas quel mot il sera utilisé à la fin, pour le permis octroyé. Les photos et vidéos qui circulent sont choquantes. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de les voir, les photos, les vidéos. Ne vous en faites pas, depuis le matin que j'ai vu ça. Parfait, parfait. Pourquoi la Ville a pris autant de temps pour intervenir? Ça, c'est ma première. J'ai 2 questions, puis une suggestion. Fait que, M. Campbell, il y a 2 questions, puis une suggestion. Oui, j'ai compris. Pourquoi la Ville a pris autant de temps pour intervenir? Le citoyen vigilant devait cheminer avec la Ville pour avancer et finalement obtenir une collaboration pour envoyer l'inspecteur ayant permis de stopper les travaux. Le carnage. Moi, y aller avec le carnage. Avec ce délai inapproprié, vous ne devenez pas un peu responsable de ce carnage? En passant, selon mes discussions, une intervention plus rapide aurait préservé 50 du boisé. OK. J'espère que ça va vous faire réfléchir. Ça aurait-tu été bien grave d'envoyer tout de suite un inspecteur et de poursuivre le cheminement avec le citoyen? Le citoyen s'est fait répondre à un moment donné, faites une demande d'accès à l'information. Bon, là, monsieur... Mais je vais continuer. Non, je vais continuer. Ben, parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus aussi. Là. Savez-vous comment j'appelle ça? C'est simplement de la gestion de priorité selon un niveau d'urgence. Bon, allez-y avec cette question-là. Là, ça vous démange de me répondre, allez-y. Ben, ça ne me démange pas, là, mais depuis le matin qu'on est au courant de ça, puis même à C'est la parfait. ville, à l'urbanisme depuis hier. Un permis a été délivré à ce monsieur-là pour autoriser l'abattage de 50 frênes morts sur la propriété conformément à la réglementation en vigueur. Ça, c'est une chose. Parfait. Il a même été accompagné par quelqu'un de l'urbanisme pour aller l'aider à identifier les arbres qui devaient être abattus. Hier, un signalement nous a informé du début des travaux sur le site. Une inspection a été planifiée et prévue aujourd'hui. De plus, nous avons reçu un autre appel décrivant toutefois des travaux qui semblaient enfreindre la réglementation et nous avons eu des échanges avec les plaignants. Ainsi, à la suite d'une inspection réalisée aujourd'hui, nous avons constaté que les conditions de ce permis n'ont pas été respectées. Nous avons ordonné l'arrêt des travaux auprès de l'entrepreneur et signifié au propriétaire cet arrêt de travaux. Les éléments au dossier sont en analyse et des constats d'infraction pourront être émis et des mesures de reboisement pourront être exigées. De plus, une dénonciation a été transmise au ministère de l'Environnement en raison de travaux sur ce qui semble être un milieu humide. Si vous permettez, Madame la mairesse, j'aimerais un complément. J'aimerais faire un complément. Oui, Madame Racine-Lehoux. En fait, moi, j'ai été interpellée aussi hier par des citoyens, parce que la classe, c'est mon secteur, et j'ai répondu sensiblement la même chose que la réponse que vous venez juste de recevoir. J'ai également reçu la même réponse aujourd'hui. Tous les citoyens qui m'ont contacté ont eu la réponse, cette même réponse-là. OK. C'est parfait. Merci de l'information. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. C'est quoi votre question? Pourquoi l'intervention a pris autant de temps? Pourquoi il n'y a pas un inspecteur qui est dépêché? C'est une urgence. Le temps fait en sorte que on va utiliser le mot carnage encore, là, mais que la situation se détériore. Pourquoi il n'y a pas une intervention tout de suite hier midi? Monsieur Dubois, est-ce que vous pouvez répondre à ça? En fait, il y a une bonne partie de l'intervention de M. Massé qui est fausse. Il faut dire les vraies choses. Bien, c'est sûr Hier, que c'est on a par eu une personne information. On s'entend que c'est par personne interposée. Oui, là. bien, Il parle au nom déjà de là, mais Carnot. M. Massé aime relater haut et fort certaines choses. D'ailleurs, faites attention à votre voix, M. Massé. Vous devriez vous... J'ai trop chanté hier, mais c'est pas bien grave. Donc, l'intervention des citoyens, on l'a eue hier. Et la question était, est-ce que monsieur, donc celui qui faisait le travaux d'abattage d'arbres, a un permis? La réponse a été oui, avec les informations que Mme la mairesse vous a données. On a été sur place, une inspection a été planifiée aujourd'hui. Hier, on n'avait pas l'information qu'il y avait des problèmes. On a répondu au fait que le monsieur avait un permis pour l'abattage de 50 frênes morts ou malades.
Aujourd'hui, suite à d'autres plaintes, on s'est déplacé rapidement sur place, on a fait arrêter les travaux. Donc, ça, c'est la vérité. Non, mais j'ai eu la même information. Là. Parfait. Hier, c'était un exercice de y a-tu un permis, etc., etc. Mais ça n'aurait pas coûté cher, je vous le dis, là, d'envoyer un inspecteur juste faire un look. Je vous le dis, là, ça n'aurait pas coûté cher. Mais c'est votre opinion. Oui, non, Puis mais c'est pas la position qu'on a eue. Ah, ben je l'ai vu, là, que c'est pas votre position. Aujourd'hui, je viens vous parler un peu là, du même sujet que M. Cédric qui était présenté par M. Massé tantôt. Bon, je pense que généralement, ça a été assez bien expliqué de votre part. Là. Bon, on avait alloué un permis à la personne ne semble pas avoir respecté le permis, puis là, on est en train d'investiguer. Je suis sûr que vous êtes autant choqués là, de la situation que tous. Je vais vous avouer que moi aussi, je suis choqué. Je pense que tout le monde a raison d'être choqué. Ce que je ne comprends pas, par contre, c'est que pourquoi il n'y a pas eu des flags qui ont été levées avant même que le permis soit délivré. Par des flags, je veux dire, pourquoi il n'y a pas eu des signaux d'alarme qui ont sonné au niveau même de l'urbanisme, par exemple. Vous me parlez d'une zone humide. Cette zone-là, pourquoi elle n'a pas été observée avant même l'octroi des permis qui ont été donnés? Tantôt, je l'ai dit quand j'ai évoqué ce qui est arrivé, c'est que ce citoyen-là, il a eu son permis pour l'abattage des 50 frênes morts puis dangereux pour la sécurité. Puis il y a quelqu'un de l'urbanisme qui est allé avec lui pour identifier les arbres à abattre. Alors, il n'y avait rien qui nous disait qu'il y aurait un abattage. Tantôt, monsieur a parlé de saccage. Moi, j'ai dit un abattage sauvage, là. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Non, il n'y a rien qui nous disait ça, là. Je pense qu'on prend pour acquis que les citoyens sont des bons citoyens, là. Non, puis c'est correct. Je pense que c'est correct de penser de là-dessus. Je ne peux pas vraiment parler tellement là-dessus plus que ce que j'ai dit, puisqu'il est possible que ce soit judiciarisé, là. Puis j'espère que si ça l'est, qu'au final, l'amende qui va être donnée soit conséquente avec les nouvelles lois qui ont été votées l'année passée à cet effet-là. Hein. On avait voté l'année passée où il y a des nouveaux pouvoirs qui ont été donnés pour augmenter les montants. Je pense que si la Ville veut envoyer un signal clair à tous les promoteurs pour qu'on n'en fasse pas du saccage comme ça, il faut qu'elle soit conséquente avec les conséquences qu'elle va donner. On voulait bien être conséquent, puis oui, on était très fiers d'avoir augmenté l'amende de façon cohérente, là, de façon importante. Mais il a fallu se rallier au gouvernement du Québec. Il a fallu diminuer nos amendes pour égaler celles du gouvernement du Québec. Madame Racine-Lehoux. Puis on a fait ça récemment, là, si ce n'est pas à la dernière séance, là, c'est celle d'avant. En fait, en complément à ça, c'est qu'il y a eu une modification à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et cette modification-là nous a empêché d'aller chercher l'amende maximale. De 100 000 Bien, les amendes, notamment, mais il y en avait un autre de 400. Là. Puis cette modification-là provinciale empêche le maximum qu'on voulait aller chercher. Donc, on a été obligé de descendre, puis c'est pas de notre ressort. Je comprends, mais c'est juste que je pense que vous êtes d'accord avec moi que ça n'envoie pas un message très clair aux entrepreneurs. T'sais, si au final, pour eux, ça leur coûte 15 000 dans l'amende pour un projet de 10 millions, ils rient dans leur barbe. Là. Puis, tu sais, en même temps, je trouve ça plate parce qu'après ça, on a d'autres projets qui, avec des entrepreneurs qui sont plus sérieux, vont venir faire des présentations devant les citoyens, vont demander l'avis des citoyens, vont faire des pieds et des mains pour être pris au sérieux. Puis de l'autre côté, il y a ça qui se passe. Fait que je comprends que, bon, il y a une question judiciaire, il y a une question de pouvoir, mais ce que j'aimerais, c'est que la personne qui a fait ces actions-là, si c'est de mauvaise foi, qu'elle paye le prix par rapport à ça, puis pas juste monétairement, mais comme vous l'avez dit, au niveau du reboisement, je pense que les gens ont le droit d'avoir ce boisé-là en arrière de chez eux, surtout dans le contexte que ça a été fait. Fait que c'est ce que je voulais présenter aujourd'hui, puis j'espère qu'on va y aller dans cette direction-là. Merci. À tous. Ça fait maintenant 30 ans que nous faisons de la vente de détail notre commerce. On était situé avant au 1082 rue Champlain. Depuis 2 ans, on a réussi à se relocaliser dans un local loué, mais on a une opportunité d'acquérir l'immeuble qui est situé au 147 boulevard Saint-Luc, qui appartient en ce moment aux armoires de cuisine Pro-Lame. Si tu veux déballer la photo, on a un beau projet. La bâtisse Pro-Lame est ancienne et désuète. Puis, c'est ça. Le local nous conviendrait. Le stationnement il est assez grand pour permettre à nos camions de faire les manœuvres. Notre camion, en fait, de faire les manœuvres sur notre terrain.
Par contre, il y a une partie de notre approvisionnement qui doit être fait par des camions 53 pieds qui devraient reculer sur le boulevard Saint-Luc jusqu'au quai de déchargement qui est situé à l'avant de la bâtisse. Avant de poursuivre nos démarches d'achat pour le 147 boulevard Saint-Luc, on doit s'assurer que nos activités seront acceptées. Présentement, Prolam a un droit acquis, c'est-à-dire de faire reculer les camions remorques à partir du boulevard Saint-Luc. Si tu veux la montrer, la photo, je pense que c'est intéressant. Nous avons consulté le département d'urbanisme afin de nous assurer de conserver ce droit. On nous a informé qu'un changement d'usage déclenche une obligation de conformité aux normes actuelles du règlement de zonage, lesquelles exigent que toutes les manœuvres de camionnage soient exécutées hors de la voie publique. Alors, ma première question est la suivante. Le zonage actuel qui a été adopté en septembre 2024, des commerces qui sont situés entre la rue Villeneuve et Marc, côté nord du boulevard Saint-Luc, est présentement C2101. Cette zone autorise seulement le groupe commerce et services classe 1, 2 et 3. Toutefois, il y a présentement dans cette section-là 2 garages en opération qui nécessitent l'usage de classe 7 afin d'être en règle. Et le fabricant d'armoires Prolam, lui, c'est une classe industrielle légère qui n'est pas autorisée dans la nouvelle réglementation de zonage. Dans l'intérêt des propriétaires de ces commerces, est-ce que vous pouvez nous dire si les usages seront préservés dans le cas d'une vente de Prolam à un autre fabricant d'armoires ou dans le cas d'un garage à un autre garage qui souhaite continuer les mêmes opérations? Parce que c'est ça, c'est une question qui est importante. Puis je ne suis pas certaine que tout le monde a été conscient que le changement de zonage a été fait récemment. Ça, c'est ma première question. Donc, dans le cas des droits acquis, donc le commerce ou l'usage commercial, s'il est poursuivi, il y a un changement de propriétaire, mais le commerce se poursuit intégralement, le droit acquis demeure. Mais s'il y a un changement de propriétaire et un changement d'usage, à ce moment-là, le droit acquis tombe. Donc, si je comprends bien, si Prolam vend à un autre industriel léger, qui ont le droit de reculer des camions 53 pieds à même le boulevard Saint-Luc, cet usage-là serait autorisé. Il faut que le nouveau propriétaire achète Prolam et continue comme Prolam. D'accord. Je vais aller avec ma deuxième question à ce moment-là. Dans l'intérêt de la vitalité commerciale de la ville et pour la sécurité des usagers de la route dans le cadre des travaux qui sont en cours en ce moment sur le boulevard Saint-Luc, est-ce que la ville serait ouverte à soit réviser le zonage afin de légaliser les usages qui sont actuellement faits, soit par ces entreprises, ou encore à considérer l'aménagement d'une voie d'accotement et à l'agrandissement des entiers charretières des commerces afin de pouvoir maintenir, rendre plus sécuritaire et légaliser les manœuvres des camionneurs pour l'ensemble des commerces présentement en opération et situés entre le carrefour giratoire et la rue Marc. Je vais vous ramener à la question 1, puis je vais répondre à la question 2. Donc, les usages dérogatoires demeurent tant que le droit acquis demeure. Donc, si le droit acquis tombe actuellement, bien, les usages et les manœuvres des véhicules vont tomber aussi. Maintenant, vous êtes déjà en contact, je sais, avec le service d'urbanisme. On regarde actuellement pour une mutualisation des terrains autour, voir si on peut arranger quelque chose, donc à votre convenance. Mais est-ce que la Ville peut regarder pour faire une permission, modifier le zonage? Bien, si vous faites une demande, on va monter un dossier, puis éventuellement, ça pourrait être amené devant le conseil. Mais c'est probablement une bonne idée d'en parler avant que les travaux soient complétés, s'il y a des modifications à faire. Donc. Mais avant de faire des modifications, il faut être saisi d'un dossier. Il faut que ce soit monté par des professionnels et amené. Donc, là, vous posez la question en public. Malheureusement, je sais que ma réponse ne fait pas votre affaire, mais je suis obligé de vous répondre en fonction de la réglementation actuelle. Donc, si vous voulez déposer un projet rapidement, que c'est monté par les professionnels et que ça chemine vers le conseil, bien, le conseil pourra se positionner à ce moment-là. D'accord. Bien, merci d'avoir pris le temps. Vous avez l'air de savoir très bien ce que vous voulez. C'est ça qu'on aimerait savoir.
Bien là, il faut que vous regardiez le zonage actuel. Non, c'était ça mon point. Le zonage actuel, le zonage qui a été voté en mois de septembre 2024, c'est classe 1, 2 et 3. OK. Mais les commerces qui sont là, il y en a plusieurs qui sont autre chose OK. en ce Oui, moment. oui, mais c'est pour ça qu'ils étaient en droit acquis aussi, là. Alors, s'il y a une possibilité d'autres choses, il faut vraiment monter un dossier puis nous le proposer. On ne peut pas modifier le zonage comme ça, là. OK, mais parce que vous dites, mettons, M. Fecteau, qui a le car expert à côté. Si jamais il change de bâtisse, mais il s'en va dans un tout autre garagiste, n'importe quoi, il ne pourra pas parce qu'il ne garde pas car expert. Exact. C'est ça. J'ai compris. C'est ça. Oui. Exactement. Oui. OK, donc, si moi, j'achète à Prolam la bâtisse et le nom de Prolam, je peux continuer à faire mes opérations. Les mêmes usages que Prolam. On est d'accord que c'est des mots, c'est facilement contournable. Parce que je pourrais vendre 3 comptoirs par année, vendre du plancher le reste de l'année, et je suis un Prolam tapis des Saint-Jean. Non, mais je pose la question. Ben, Oui, écoutez, puis Madame la mairesse, moi, là, je pense c'est que- un cas particulier. Je pense On a que, dépassé le temps. je Mario. pense que vous êtes bien accompagnés. On a tous compris là, la dynamique qu'il y avait autour de ça. Ouais. Alors, moi, je vous invite à continuer vos démarches. Juste un petit mot, moi, Mme Sigouin m'avait contacté. C'est juste que ça fait quand même quelques semaines, plusieurs semaines qu'ils sont en contact avec l'urbaniste. Est-ce que vous avez eu un rendez-vous en fin de compte? En fait, j'ai eu un courriel à 4 heures aujourd'hui quand j'ai envoyé par courriel la question que je m'en venais poser ici au conseil de ville. Pour Sinon, une rencontre? Pour une rencontre? Pour une rencontre. Bon, mais moi, je pense que c'est parfait comme ça. Qui a vu la bâtisse de Prolam dernièrement, d'entre vous? Écoute, T'as déjà moi, passé je passe avant? souvent là, mais est-ce que j'ai regardé la bâtisse de Prolam? Non, là. En tout cas, ça a l'air... Mais un peu, écoutez, mais je pense que... c'est ce qu'on voudrait faire avec ça. Parfait. Les plans sont faits, c'est ce qu'on va faire dans le futur. Mais Si moi, jamais on j'aimerais ça que ce soit à l'urbaniste que vous montriez réussit. On ça. va y aller, l'urbanisme, c'est certain. C'est juste qu'on voulait avoir une première approche ici. C'est tout. C'est fait. Je vous remercie grandement. Merci beaucoup, monsieur, madame. Ben voilà, ça complète pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ici Ghislain Plourde. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.